Bonjour à tous. On va commencer ce webinaire, les essentiels de la filière, et aujourd'hui, nous allons discuter des fruits à noyaux. Je commence par quelques petites règles pour que ça se passe bien. Donc, pendant le webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou bien à l'oral quand on aura des temps de questions. Je vous propose, c'est de couper vos micros. Vous l'avez tous déjà fait, donc c'est cool. Merci. Quand les intervenants y parlent, ça évite qu'il y ait quelques interférences. Et le webinaire sera enregistré. Donc, si vous voulez pas voir vos têtes apparaître, vous pouvez couper vos caméras. Mais pour le moment, elles sont toutes coupées. Donc, voilà. Donc, merci d'être avec nous pour cette série de webinaires, les essentiels de la filière. Tac. Moi, je souhaite juste remercier nos financeurs, la région Nouvelle-Aquitaine, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et l'Union européenne. Les filières qu'on a choisi d'aborder au fur et à mesure de toute cette série ont été choisies en fonction des réponses que vous avez données au questionnaire sur l'arrachage en 2025. L'idée ici, c'est pas de vous dire quoi faire, mais de vous apporter des éléments de réflexion, notamment sur l'opportunité de l'agriculture bio, mais aussi des outils et de vous mettre en relation avec des personnes ressources qui peuvent vous aider à avancer dans votre démarche. Voilà un petit peu pour le tour de présentation. Je m'appelle, excusez-moi, je valide quelqu'un. Moi, je m'appelle Marine Dudot, je suis conseillère à la Chambre de Gironde et je suis animatrice des collectifs bio. Et aujourd'hui, je te laisse te présenter, Rémi, si tu veux bien. Donc, je suis Rémi Muller, le conseiller Arbo de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne. Voilà. Je vais essayer de vous parler des fruits à noyaux en y intégrant l'amandier, puisque bon, c'est considéré comme un fruit à coque, mais c'est un prunus, donc c'est aussi un fruit à noyaux par un autre côté. Donc, voilà. Ben, on est Euh, parti. ok, alors. Par contre, j'ai mon partage qui est bloqué. Il faut que tu Ah, alors m'autorises le attends, partage. je vais essayer de faire ça de suite. Tiens. Le but, c'est vous parler donc de ces filières. Historiquement, la filière pruneau d'Agen, c'est une filière qui est historique sur le secteur. La Gironde fait partie de l'appellation de l'IGP pruneau d'Agen. Euh, mais ensuite, voilà, le but, c'est de parler des fruits à noyaux, mais surtout avec un aspect mécanisation, hein. Je ne vais pas vous parler de la récolte de la cerise à la main ou des prunes américano-japonaises. Le but, c'est plutôt d'être sur des cultures dans la diversification, sur des exploitations type viticole avec une mécanisation de la récolte. Je lance le partage. Parfait, on y voit. Vous avez le chat aussi qui est dessus ou pas? Oui. Alors, je vais l'enlever. Oh, c'est bon comme ça pour vous? Vous Ouais, voyez c'est bon. Ok. Alors voilà, vous avez comme ça mes coordonnées sur le. Alors, je ne sais pas si j'ai tout bien repris de ton côté, mais Euh, voilà, donc conseiller Arbo, j'anime aussi un GI2E sur l'adaptation au changement climatique des cultures fruitières et leur mécanisation, sur lesquels on a beaucoup travaillé. La comparaison, en fait, hein, la référence pour nous, c'est la noisette et le pruneau d'Agen, et donc les autres cultures, dont l'amandier, en termes de diversification. Euh, le but, c'est de vous parler un petit peu des filières qui existent, comment elles sont structurées, quelles sont les attentes. Euh, Derrière, je vais quand même vous donner quelques références technico-économiques sur les prérequis et des prérequis techniques. Alors là, il ne faudra pas hésiter à me poser des questions parce que, enfin, en 1 heure, c'est impossible de vous brasser tout ça. Je vais vous donner les informations et on verra, voilà, ensuite sur quoi on peut venir. Et ensuite, bon, vous parler aussi un petit peu des structures qui existent et de quelques éléments à tenir en compte avant d'implanter ce type de verger-là. Voilà, je suis donc voilà, comme j'ai expliqué, le pruneau d'Agen, il faut savoir que l'appellation pruneau d'Agen, la Gironde est intégrée dedans, hein, donc vous êtes totalement
éligibles pour produire des pruneaux d'Agen en étant en Gironde. C'est structuré par une interprofession, je reviendrai après. Sur l'amande, là, par contre, il n'y a pas d'appellation qui existe encore au niveau du sud-ouest. C'est une filière en devenir, mais qui est émergente, qui avance. Mais il y a des appellations sud-est, il y en a une Occitanie, et il y en aura, je l'espère, une autre sud-ouest prochainement. Euh, voilà, je voulais vous parler aussi d'autres cultures mécanisables de ce type-là, notamment la cerise pour la récolte, pour faire les griottes, et éventuellement tout ce qui peut être pour les confituriers, les mirabelles, les reines Claude, mais toujours avec le même principe de verger, récolte mécanique. Voilà. Sur l'appellation, je reprends les données de l'interprofession du pruneau. Donc, vous voyez que l'appellation pruneau, en gros, c'est le Lot-et-Garonne et les départements limitrophes. Mais que, voilà, le Lot-et-Garonne enfin, concentre 80% de la production. Et ensuite, c'est Dordogne, Gironde et Tarn-et-Garonne qui viennent ensuite. Ça s'était étendu beaucoup plus dans les années 80-90. Ça s'est un petit peu reconcentré sur le noyau. Mais bon, voilà, pourquoi pas on manque un peu de volume pour l'instant. Il faut savoir que c'est une filière qui est assez fluctuante, avec des excès de production et puis des manques de volume. Donc voilà, il faut prendre ça en compte aussi. Euh, Actuellement, dans une période avec des 2021-2022, des grosses périodes de gel, puis des conditions climatiques qui ont été un petit peu compliquées. Donc on est plutôt sur des manques de volume, manque de stock. Et donc pour l'instant, les opérateurs sur le pruneau sont en recherche de volume. Ici, vous avez les chiffres un peu de la filière. 10 000 hectares au total de pruneaux d'Agen. Euh, 30 000 tonnes produites, donc 30 000 tonnes de pruneaux, hein, c'est-à-dire presque 100 000 tonnes de prunes vertes. Un rendement de 3 tonnes, ce qui est plutôt faible. Je reviendrai après. La moyenne des exploitations, elle est de 14 hectares. Alors ça a énormément bondi ces dernières années. Avant, on était plutôt sur du 7-8 hectares. Il y a eu des regroupements, des arrêts de production et donc des exploitations qui ont tendance à grossir aussi. Euh, voilà. Ensuite, comment dire, il faut savoir que c'est une production qui s'était beaucoup tournée vers la bio. On a beaucoup développé la production les techniques de production en bio pour le prunier. La Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne avec le BIP a sorti un guide, hein. Il y a des guides qui existent spécifiques par espèce fruitière. Donc il y en a un pour le prunier bio qui a été remis à jour l'année dernière, qui est disponible sur les sites des chambres régionales. Malheureusement, ben, vous connaissez tous un peu l'aspect bio, l'aspect commercialisation. Donc voilà, on était monté très 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 fort sur le pruneau bio. Ça reste à un niveau assez élevé, mais potentiellement on pouvait passer sur un tiers de la production en bio. On n'y est pas et actuellement, allez, sur les 20% de production en bio qui existent, il y a allez, un tiers, voire la moitié qui n'est pas commercialisé en bio. Voilà, donc ça, il y a encore un potentiel de développement. Mais c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé avec des groupes de producteurs, des groupes techniques. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la partie bio, sur le pruneau. L'interprofession, ben, on appelle ça le BIP, le Bureau interprofessionnel du pruneau, mais en réalité, ben, c'est comme à chaque fois une AOPN hein, qui regroupe les producteurs, mais aussi une association des producteurs, des transformateurs de l'aval. Donc ça, c'est un peu les spécificités à toutes les filières que je vais vous présenter. Mais voilà, on regroupe toujours ça sous le nom de BIP. Toute cette interprofession, c'est basé à Villeneuve-sur-Lot, au cœur du Lot-et-Garonne et de la zone du Pruneau d'Agen. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces données-là sur le site du BIP. Il y a des informations aussi complètes qui sont fournies par les filières. Je reviendrai là-dessus plus longuement. Sur l'aspect amende, où là, quelque part, les données sont plus, comment dire, pas confidentielles, mais moins connues, puisqu'en fait, c'est vraiment une filière en émergence. Euh, il y a eu un gros pic, une grosse mode sur l'amende depuis 5-6 ans. On entend toujours ce chiffre-là qui est de dire qu'en France, on consomme plus de 40 000 tonnes d'amandon, ce qui est une réalité, et qu'on en produit moins de 2000. Donc en gros, on aurait un boulevard. Si je reprends les mêmes chiffres pour le pruneau d'Agen, on était sur une consommation de 40 000 tonnes de pruneau d'Agen au niveau intérieur, et on a baissé à 30 000.
Donc là, on est plutôt sur une tendance de consommation du pruneau qui est en baisse, alors que sur l'amande, ben, c'est la tendance inverse, c'est un produit qui est à la mode. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que autant l'aspect pruneau d'Agen est une filière et une appellation qui est bien reconnue et sur le marché intérieur, elle est très fortement, comment dire, protégée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de place pour les pruneaux d'importation. Autant sur l'amande, bah, c'est l'inverse. C'est l'importation qui représente 95% des volumes. Et ce qu'il faut aussi bien entendre et bien comprendre sur l'amande, c'est que l'amande la plus consommée, c'est l'amande de snacking. Et ce sont des variétés bien spécifiques et des variétés qu'on n'a pas implantées, ni nous, ni les Espagnols. Voilà. Donc, très clairement, il y a une grosse partie du marché de l'amande consommée en France qui n'est pas produite, qui ne sera pas produite par les producteurs ni français ni espagnols. Ce sont surtout les variétés à coque tendre, type Nantes pareil, qui est une variété californienne avec un nom français, comme pour le pruneau, où ils appellent ça la petite prune d'Agen. Mais ça, c'est un peu l'ironie de l'histoire. Mais aujourd'hui, on n'a pas ces variétés-là. Ça n'empêche pas qu'il reste quand même une marge de progression sur la consommation, sur la production. On était vraiment descendu très très bas avec à peine 1000 tonnes d'amandons produits en France. On sait aussi que sur les amandons, bah, il y a une partie qui va à la transformation pour tout ce qui est nougat et calisson d'Aix avec des appellations bien connues sur le sud-est que ben, quelque part, nous, on ne peut pas aller directement sur ces appellations-là, mais qu'en termes de consommation et de transformation aussi pour des pâtissiers, il reste un marché potentiel. Donc, voilà, c'est en plein essor, mais voilà, il faut prendre les chiffres avec, comment dire, avec un petit peu de réserve. Voilà, on parlait beaucoup, hein, le projet qui nous était présenté par les producteurs du Sud-Est, c'était de produire une tonne d'amandon à l'hectare, à valoriser à 12 euros le kilo, ou voilà, 12 000 euros tonne. Il faut savoir que les Espagnols et les Algériens autres ont implanté des vergers de façon assez incroyable ces 10 dernières années et que eux produisent ou voilà, l'importation d'amandon qui vient d'Espagne, c'est 4 000 euros tonne. Voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des prix d'achat après cassage, transformation qui sont entre 6 et 7 000 euros tonne à l'amandon. Donc on est sur une valeur à peu près intermédiaire. On est à peu près une fois et demie plus cher que l'importation espagnole et ça on sait sur d'autres fruits que c'est quelque chose qui est tenable, qu'on peut valoriser avec une bonne marque française produite en France, une bonne valorisation, c'est quelque chose qu'on est capable de tenir. Ça nous laisse des marchés possibles, mais il faut quand même vraiment avoir ces chiffres-là en tête. C'est-à-dire que les 12 ou 12 euros, enfin les 12 000 ou 14 000 euros tonne ou à l'hectare, hein, puisqu'en gros, on considère qu'un verger d'amandes produit à peu près une tonne d'amandon, c'est assez facile hein, comme chiffre. En fait, on est très loin de ces chiffres-là. Voilà, on est plutôt à la moitié. Je vous ai montré ici, hein, vous avez aussi l'aspect surface. On voit que la Provence est très largement en tête. Il y a une augmentation des surfaces en Provence. Le travail que j'avais fait pour une table ronde, on avait invité tous les acteurs de l'amande en Lot-et-Garonne. C'était un petit peu de faire le point en 2024 sur les statistiques. En fait, on s'aperçoit que dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a des vergers et des producteurs d'amandes à peu près dans tous les départements. Alors des fois, c'est vraiment anecdotique. Euh, bon, forcément, en Lot-et-Garonne, on a quand même eu une implantation depuis les années 2017-2018 avec plus de 28 exploitations et voilà, presque 370 hectares. On plafonne un petit peu depuis 2024-25. On est en train de repartir sur un nouveau cycle de plantation et il y a des plantations qui s'élargissent sur les départements limitrophes. Donc, au fait, là, on sait qu'on a atteint les 500 hectares d'amandiers plantés. Et si la croissance repart, et si, ben, notamment en Gironde, euh, vous commencez aussi à planter de façon plus importante des amandiers en diversification de la vigne, et ben, en fait, on pourrait très rapidement rattraper les surfaces provençales qui étaient le leader. Donc, en fait, il faut bien comprendre que la filière amande, elle est assez faible et assez petite en France en termes de surface et de volume.
Et que donc, si on se met à nous à la développer ici dans le sud-ouest, eh ben, assez rapidement, on représentera un tiers ou entre un tiers, voire la moitié des surfaces plantées. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Donc là, vous avez ces chiffres-là, et voilà, moi j'ai estimé qu'on pourrait se retrouver à 700-800 hectares d'amandiers productifs d'ici 2030. Voilà, et ce qui nous placerait forcément sur le podium des régions productrices d'amandes, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 5 ans. Pour le Lot-et-Garonne, j'avais fait une projection de production. C'est aussi pour vous montrer le type d'exploitation qu'on a eu dans les installations. On a eu une moyenne d'exploitation, de surface d'exploitation plantée de l'ordre de 8 hectares. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. On y reviendra dessus aussi pour l'aspect pruneau ou autre, mais il y a un aspect important qui est la mécanisation et l'amortissement de la mécanisation. Et donc forcément, bah, les producteurs lot-et-garonnais qui ont l'habitude de faire de la noix, de la noisette, du pruneau, savent qu'à un moment donné, quand on se lance dans une culture, si on veut amortir les machines, eh bien, il faut une surface conséquente derrière. Et on sait que, voilà, souvent, c'est pour ça qu'on retrouve un certain nombre d'exploitations entre 8 et 15 hectares et quelques-unes à plus de 30 hectares, parce qu'au fait, on réfléchit par bloc de 15-20 hectares par unité de récolteuse. Voilà. Donc, on a des surfaces assez importantes avec quelques exploitations à 60-70 hectares d'amandes plantées. Et ensuite, quand même, 7 à 8 exploitations entre 15 et 30 hectares, 4 exploitations entre 8 et 15, et 17 exploitations entre 3 et 8, et 15 exploitations inférieures à 3 hectares, en sachant que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que les exploitations qui étaient inférieures à 3 hectares sont en train de augmenter leur surface de production petit à petit pour atteindre les 7-8 hectares. Voilà, c'est un peu la tendance qu'on voit. Celles qui ont planté des gros blocs se stabilisent et ne replantent plus pour l'instant. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe en Lot-et-Garonne. Euh, on a eu là en 2025, on voit qu'on a eu une vague de plantation en 2021-2022. On a eu les toutes premières récoltes, puisque l'amandier, c'est quelque chose qui produit plus vite par rapport au pruneau. Le pruneau, on considère que les premières récoltes conséquentes, c'est cinquième, sixième feuille, 5-6 ans. Pour l'amande, à partir de la troisième feuille, on peut commencer à avoir des récoltes. Et à partir de quatrième, cinquième feuille, en tout cas cinquième feuille, on est en plein potentiel de production. Donc on commence à avoir cette vague de plantation qui a eu lieu en 2021-2022 qui arrive en production, et donc la structuration de la filière qui se fait. Voilà. Euh, J'avance sur ma présentation pour brasser un petit peu les filières. Euh, je vais parler des interprofessions. L'amande, elle est un petit peu bâtarde, hein, comme j'ai expliqué, entre fruits transformés, entre fruits à coque et entre prunus, hein, puisque c'est la famille des prunus. Mais par contre, pour tout ce qui est prune et tout ce qui va être haut de fruits à base de prunus transformés, il faut savoir que l'interprofession dont dépendent le pruneau et ces autres fruits-là, c'est l'anifelt, hein, donc l'interprofession des fruits et légumes transformés. Euh, et on y retrouve notamment la cerise. La cerise, donc type griotte industrie. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est sous-valorisé comme en termes de filière. Il faut savoir que ce sont les mêmes densités de plantation que le pruneau, les mêmes machines avec une adaptation près, dans le sens où les récoltes de cerises auraient été plongées dans de la saumure. Mais sinon, on est sur les mêmes machines, les mêmes vergers, les mêmes logiques de production, euh, avec des appellations enfin, des historiques de production qui étaient plutôt dans le Vaucluse, mais eux sont un petit peu arrivés à la limite de leur production. On a aussi du fait de la présence comment ça s'appelle, euh, comment ça s'appelle, les confitures Bonne Maman et autres dans le Lot. Je ne me rappelle plus du nom du transformateur qui s'occupe de ça, mais qui correspond à un très très gros transformateur. Aussi des développements de vergers, de cerises d'industrie dans le Lot et en Aveyron. Ça ne s'est pas trop développé en Lot-et-Garonne et en Gironde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce serait, forcément, on va en parler, mais une des choses qui manque le plus pour vous, viticulteurs girondins, c'est l'accès à l'eau. Dans le Vaucluse, qui est pourtant très très sec, les vergers industriels de cerises étaient sans irrigation pendant très longtemps. Alors c'est vrai qu'en en prune dente, il y a aussi 40 ou 50% des vergers qui sont sans irrigation, mais on sait que les vergers de cerisiers seraient plus adaptés à ça. Donc c'est aussi une chose importante à prendre en compte.
C'est aussi dans les logiques, hein, à prendre en compte. La cerise, c'est quelque chose qui se ramasse au mois de juin, alors que le pruneau, on le sait qu'avec les vendanges qui s'avancent de plus en plus et les récoltes de pruneaux et d'amandes qui ont tendance à s'éterniser ou s'allonger, et ben, au fait, il y a juste position des périodes de vendange et de récolte. Et que ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre diversification aussi. Et si on parle de cerises, de mirabelle ou de reine Claude, ben là, les mirabelles reine Claude, ce sera plutôt des récoltes mi-juillet, fin juillet, donc avec aucun risque d'entrechoquage avec les vendanges. Par contre, pour ce qui concerne la mirabelle, c'est une espèce, ben, c'est la mirabelle de Lorraine. Donc, en termes d'adaptation au changement climatique, c'est pas la panacée. On sait qu'elle est très sensible aux températures supérieures à 27 degrés à partir du mois de juin, que ça implique des difficultés. Et malgré ça, ça n'empêche pas qu'il y a pas mal de producteurs de mirabelles en Lot-et-Garonne et qu'on arrive quand même à produire des belles mirabelles. La reine Claude, il y a une appellation d'origine sur Moissac, mais là pour le fruit de bouche. Il faut savoir qu'il y a un travail surtout sur l'aspect bio avec l'INRAE des AgroBio 47 et qui travaille sur des anciennes variétés, des variétés historiques. On a notamment la datyle, des variétés qui sont plutôt résistantes aux maladies et qui a eu des travaux menés avec des confituriers pour trouver les bons mélanges de ces espèces-là. Donc là, on est sur un- un- un type comment dire, on est sur des niches, hein, mais il y a quand même beaucoup de transformateurs localement dans le sud-ouest. Il y a de la recherche. Par contre, ben, forcément, pour l'instant, ben, ces transformateurs, ils ont plutôt comme référence le prix importation. Donc, des prix, il faut savoir qu'en Pologne ou dans les pays des Balkans, ils sont capables de produire des Mirabelles ou des Quetch à des prix très, 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 très faibles. Mais là aussi, une production française bien, bien mise en avant peut être intéressant. Et ces cultures-là, elles peuvent être menées de la même façon que le pruneau, enfin, on se rapproche. Voilà. Les logiques sont les mêmes. Pruneau, amande et autres, c'est pour ça que je voulais en parler. Je n'ai pas développé plus que ça. Ces cultures. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport aux cerisiers. J'y reviendrai à peu près sur les types de sols, mais les cerisiers, ce qu'ils aiment, ce sont des sols profonds, ce qui ne supportent pas. Moi, ils supportent bien les sols argilo-calcaires. Ce qui ne supporte pas, c'est l'asphyxie, encore plus que le prunier dente. L'amandier aussi ne supporte absolument pas les sols asphyxiants. Mais pour expliquer, ce sont des porte-greffes extrêmement vigoureux. Enfin, il y a toujours un choix de porte-greffes assez large, mais en général, ces vergers industriels sont mis sur des porte-greffes extrêmement vigoureux qui sont capables de coloniser le sol de façon assez forte, comme les pruniers, comme les amandiers d'ailleurs. Et c'est cette colonisation du sol qui permet en fait, d'être moins sensible au manque d'eau. Mais ce qui veut dire que dès que vous allez avoir des zones d'asphyxie ou des tassements de sol assez proches, eh ben, bah, forcément ces porte-greffes-là vont le subir et vous allez avoir de la mortalité et ça ne va pas convenir. J'en ai terminé pour cette partie-là, un peu présentation filière. Je ne sais pas si vous vouliez faire un point supplémentaire là-dessus. Je pense que tu peux continuer. Par rapport au sol, ben, je ne vous apprends rien agronomiquement. S'ils sont filtrants et graveleux ou autres, ben forcément, vous allez moins risquer d'asphyxie. Par contre, vous allez forcément, en termes de besoin en irrigation, voilà, il y a moins de réserve dans le sol. Donc voilà, il y a aussi un besoin de revenir plus régulièrement en irrigation. L'avantage par rapport à l'irrigation, c'est que ben, le cerisier, s'il est récolté au mois de juin, entre guillemets, déjà potentiellement les pluies qui peuvent aller jusqu'au mois de juin, vous pouvez compter dessus. Et s'il fallait irriguer, ben, ce serait des quantités d'eau beaucoup plus faibles. Voilà. Je reviendrai sur ces points-là ensuite. Alors, sur les parties références technico-économiques, je vous donne ces données-là sur le pruneau d'Agen, qui pour nous est un peu la culture de référence. Ce qu'il faut prendre en compte dans le pruneau d'Agen, c'est que c'est une culture qui est fortement aidée, mais parce que toutes les cultures qui font partie de l'ANIFELT touchent des primes couplées et découpées à la PAC. Alors ça, avec la PAC de 2027, les évolutions qu'il va y avoir, bah, ça sera, on le sait, de moins en moins de questions. Il était question que le pruneau d'Agen perde ses aides
couplé. Pour l'instant, ça, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est quand même important, hein. On est déjà sur des... Bon, après, le calcul des DPU, je vais pas rentrer dans le... Mais historiquement, ben, ceux qui avaient du prix d'agent avaient des DPU extrêmement élevés. Et ensuite, vous avez une prime à l'hectare de l'ordre entre 700 et 900 euros pour le pruneau d'Agen. Donc c'est non négligeable. Donc c'est ça aussi qui a fait que cette culture-là s'est maintenue. C'est pareil pour pour la cerise d'industrie. Voilà. C'est pas le cas pour l'amandier, par contre. Euh, c'est difficile de donner des chiffres sur le pruneau d'Agen parce que c'est une filière qui a eu des hauts et des bas, tout le monde le sait, ça fait le yo-yo. On a des prix entre 2015 et 2025 qui sont passés de 1500 euros tonne du pruneau à 3100, voire 3300, 3400 euros tonne quand on a eu des grosses pénuries suite au gel. Donc c'est compliqué d'aller calculer des coûts de revient exacts. On est obligé de partir sur des prix moyens. Pour l'instant, le prix est élevé. Il se maintient de façon élevée parce que, comme j'ai expliqué, on n'a toujours pas réussi à renouveler nos stocks de pruneaux d'Agen. Mais on sait que si on arrivait à des... Voilà, ce que j'ai expliqué, c'est que la consommation, le marché intérieur s'est amenuisé. On a perdu des marchés. Et en gros, quand il manque du pruneau dans des magasins, il n'y a personne qui se plaint parce qu'il n'y a pas de pruneau. Voilà. Et, si on est capable d'en fournir plus et d'en faire consommer plus, ben, tant mieux. Mais s'il en manque, il n'y a personne. Et surtout, si on monte le prix, ben, en fait, il n'y a personne qui se plaint parce qu'il ne retrouve pas son sachet de pruneau. Il va se tourner vers un autre fruit sec. Voilà. Donc, c'est très, très difficile d'avoir des perspectives de prix. On sait que le marché mondial, le cours du marché mondial, il est entre 1300 et 1500 euros tonnes. Et que nous, on était basé sur des plans de reconquête entre 1700 et 2000 euros tonnes. Pour l'instant, on est largement au-dessus. Très clairement, c'est quelque chose qui est très très dépendant du prix du gaz. Alors en ce moment, surtout avec ce qui se passe en Iran et autres, ben voilà, là on va espérer que d'ici cet été ça rebaisse. Mais on a déjà connu d'autres crises avec l'Ukraine et autres qui ont fait exploser les prix du gaz. Le gaz, pourquoi? Parce que on sèche le pruneau avec du gaz et que ça représente ben, un coût non négligeable. Il faut 200 kilos de gaz pour sécher une tonne de pruneaux. Voilà. Et donc, quand on est sur des prix du gaz à 1000 euros tonne, au lieu d'être à 500 ou 400 comme ça a pu être dans les années les plus favorables, eh ben forcément, votre prix du pruneau, en plus du prix de la main-d'œuvre nécessaire pour le sécher, ben, il fluctue énormément. Ce qui est important de comprendre pour le fruit pruneau, c'est qu'il y a forcément une transformation. La transformation de séchage, hein, on a un rendement, ce qu'on appelle vert sec, entre la prune ramassée et le pruneau d'Agen qui est donné de 1 pour 3. En fait, qui va aussi beaucoup dépendre de l'année et des techniques et de la qualité de la récolte. On est aussi dépendant du prix on est également dépendant du prix de la main-d'œuvre, puisqu'il y a quand même un aspect main-d'œuvre non négligeable, surtout pour la taille. Voilà. Donc aujourd'hui, sur les chiffres que je vous présente, je suis parti sur des références à 3 tonnes de pruneaux en pruneaux bio, ce qui est une référence élevée. C'est un choix. Pour moi, on est capable en fait, de faire des bons rendements en pruneaux bio. Après, la moyenne est plutôt autour de 1 tonne 5. Mais entre guillemets, enfin pour moi, voilà, si vous êtes sur ces choses-là, bon, voilà, vous n'avez pas besoin de conseils techniques. On est sur des productions un petit peu délaissées, on va dire. Il y a des producteurs de pruneaux qui tournent entre 5 tonnes et un pruneau bio qui tourne entre 5 tonnes et 6 tonnes de moyenne. Donc en fait, 3 tonnes, ça me paraît quelque chose de tout à fait atteignable. Euh, en pruneaux PFI, alors PFI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est production fruitière intégrée, hein, on va dire c'est production raisonnée. J'ai mis un rendement de 5 tonnes de pruneaux. La moyenne nationale, elle est à 4 tonnes, mais la moyenne de tête, elle est à plus de 6 tonnes. Donc pour moi, 5 tonnes, c'est pareil. Si vous travaillez correctement, que vous mettez l'irrigation, les frais qui sont mis en face de cette production-là, ils correspondent à un objectif qu'il faut atteindre, ces 5 tonnes de pruneaux. Donc là, par contre, vous avez vu vous voyez que j'ai mis des prix qui sont plutôt plus bas que le cours actuel, c'est-à-dire 3000 euros tonne pour le pruneau bio et 2000 euros tonne pour le pruneau conventionnel. C'est fait exprès parce que voilà, actuellement on est plus élevé, mais on ne peut pas faire des projections avec des tarifs actuels, on sait qu'ils vont baisser. Voilà. Donc entre guillemets, ça vous fait un produit brut proche des 10 000 euros à l'hectare, ce qui est quand même entre guillemets un objectif hein, sur ces productions-là qui sont fixées, tous les calculs qui sont faits depuis 2 ans. Le but c'est d'atteindre les 10 000 euros à l'hectare. On sait qu'avec 10 000 euros à l'hectare, on arrive quand même à, à couvrir voilà, les charges d'approvisionnement. Ils sont à peu près de l'ordre de 1500 à 1800 euros à l'hectare. C'est à peu près autant pour
les frais de taille. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que les frais pour la taille représentent le même coût que les approvisionnements. Donc, la taille est un poste extrêmement important. Et ensuite, les coûts de récolte sont quand même assez conséquents aussi. Enfin, surtout, vont beaucoup dépendre de l'amortissement de votre matériel. Voilà. Donc, au final, on se retrouve avec une marge semi-nette avant prime pack de l'ordre de 3 à 4 000 euros. Ça, c'est un chiffre qui serait très, très bon. euh, sur lesquels il y a encore ensuite ce que vous allez être ce que vous allez être prélevé par vos organismes par vos interprofessions et vos transformateurs. Voilà. Mais au final, on est quand même sur une culture qui, depuis quelques années, est celle qui fait vivre les exploitations fruitières du Lot-et-Garonne, alors qu'il y a 5 6 ans, c'est ce qui les pénalisait. Voilà. Donc ça vous donne quand même un petit peu les chiffres. Vous allez retrouver ici dans ces tableaux le détail des dépenses. Je ne vais pas m'y attarder beaucoup plus que ça parce que le temps tourne et que voilà, il existe voilà, des guides qui existent avec des détails là-dessus. Il y a plusieurs publications, l'interprofession aussi fait des calculs, les centres de gestion, donc c'est une culture qui est bien documentée. Donc vous les avez en conventionnel et en bio. Euh, voilà. Sur l'aspect amende, si on repart sur les mêmes choses, euh, là, ce qu'il faut bien entendre, c'est que c'est pareil. Alors, je n'en ai pas parlé, mais en pruneau, vous pouvez aussi vendre la prune en prune de table, hein. C'est un marché très, très, très réduit. La même chose en amande. Vous pouvez vendre des amandes en coque. Ben, toutes les amandes que vous prévendez en coque, ben, vendez-les. Mais bon, ça ne fera jamais des volumes importants. C'est là-dessus que vous gagnerez le plus d'argent. Mais très clairement, c'est une toute, toute, toute petite niche. Si vous êtes capable de la développer, bah, tant mieux pour vous. Mais ce qui est vendu, c'est l'amandon, hein, donc c'est après cassage. Donc il faut aussi, là aussi, hein, comme pour le pruneau, il faut compter à peu près 500 euros tonne pour le pruneau pour le faire sécher. Ben, là, il faut compter à peu près, quand on le remet au prix de l'amandon, 2 euros à 2,50 € de coût de cassage et de transformation, ébogage et autres. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important de 1000 à 2500 euros tonne en sachant que le transformateur, le casseur qui va vous l'acheter, il va vous l'acheter entre 8 000 et 9 000 euros tonne, qu'un verger d'amande, il produit au grand maximum, si on prend les vergers ultra productifs espagnols et certains dans le sud-ouest ont réussi à s'approcher de ça, allez, entre 1,7 tonne et 2 tonnes. La moyenne, elle est plutôt à 1 tonne hectare, en sachant que si on ne s'en occupe pas, on chute très très rapidement à 500 kg hectare. Voilà. Donc, en fait, on est sur un produit brut avant cassage qui va se rapprocher de celui du pruneau, hein. Donc, il va être de l'ordre de 9 000, 10 000 euros à l'hectare. Mais en fait, dès qu'on va y mettre les frais de cassage, ben, on va plutôt être sur du 7 000, 6 000 euros hectare. Ce sont des chiffres qui sont tendance basse, mais ce sont les chiffres des coopératives aussi du Sud-Est, hein, j'en parlerai après. Donc ça, ce sont des chiffres sur lesquels vous pouvez baser vos business plans. Ce sont des chiffres réels, ce sont des chiffres qui, pour moi, tiennent face au marché mondial. Voilà. Si vous arrivez à aller plus haut, il y a quelques transformateurs qui se sont créés en Lot-et-Garonne, j'en parlerai plus loin. Ce sont des prix, on est très très proche des prix qu'ils proposent. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui existent. Entre guillemets, si après vous voulez être vous-même transformateur, ben, vous pouvez aller plus haut. Mais ça, ce sont des chiffres sur lesquels vous pouvez compter. Donc au final, quand on y met les marges minettes qui ne prennent pas en compte les charges d'exploitation, hein, qui en exploitation fruitière sont proches de 1 200 euros, plus après si on y met l'amortissement de l'irrigation autre, au final, voilà, la marge nette, elle est relativement faible sur ces productions-là. C'est des productions qui restent, entre guillemets, rentables, mais elles seront d'autant plus rentables que vous arrivez à dépasser les 1 tonne hectare et que vous arrivez à amortir votre matériel sur des surfaces plus grandes et que vous arrivez à trouver des transformateurs, vous faites votre part de valorisation par vous-même. Euh, Sur l'aspect de casserie, j'en parlerai après, mais il faut savoir qu'on n'est pas loin de l'Espagne. En Gironde non plus, vous n'êtes pas loin. Il y a des autoroutes qui amènent directement sur le secteur de Lérida, où il y a des énormes casseries. Et que voilà, et les Espagnols cassent à façon aussi vos amendes, donc c'est aussi des possibilités. Euh, voilà, donc sur les résultats économiques, voilà, je vais revenir sur cette slide-là. Ce qui est important, c'est que le coût de l'entretien des vergers, de la taille des amandiers, et si vous le taillez
comme des autres vergers, ça vous reviendra aussi cher que des pruniers d'Antes, donc de l'ordre de 1500 à 1800 euros hectare. Sur du 7000 euros de produits bruts, c'est pas possible. Donc la mécanisation de la taille de l'amandier, c'est un des objectifs et c'est une des facteurs de réussite ou entre guillemets, comment ça s'appelle, de valorisation de cette culture-là. Voilà. Donc qui dit va dire mécanisation, va dire surface conséquente en face. Voilà. Voilà, donc je suis parti sur des rendements aussi en bio, hein, de l'ordre de 2 cannes. Alors là, les rendements sont exprimés par contre en amande coque. Le rendement de cassage, il varie aussi selon les variétés. Il y a deux variétés en France, c'est très très, enfin en tout cas chez nous qui sont dominantes, c'est Ferragnès et l'Orane. Alors l'Orane produit plus, mais est plus sensible aux maladies. Ferragnès produit un petit peu moins et plus alternante. Par contre, elle a un rendement de cassage plus intéressant et l'amandon qu'elle sort semble plus intéressant pour les transformateurs. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, je suis quand même parti sur des rendements de 2 tonnes 4. On est sur des rendements de cassage de l'ordre de 0,30 à 0,40% pour les amandes. Donc finalement, on n'est pas si loin que ça que des pruneaux d'Agen. Donc on est sur des rendements entre voilà, 33 tonnes 5 de coque en conventionnel et 2 tonnes 4 en bio. Donc ça veut dire des vergers de bio qui seraient quand même productifs. C'est pas forcément le cas, mais entre guillemets, si vous êtes en dessous de ces valeurs-là, soit vous êtes très très bon sur votre valorisation, soit ça vaut pas le coup de faire des vergers. Voilà. Voilà, donc ce sera ces éléments-là, ils vous seront diffusés, vous pourrez les consulter. Je pense que j'en ai suffisamment parlé. Je vais parler des prérequis techniques et je finirai par. J'ai vu qu'il y a une question hein, sur des acheteurs et autres, donc on parlera de ça ensuite pour finir. Voilà. Euh, Rapidement, hein, sur la conception des vergers, prérequis techniques, ben, sur ces types de vergers-là, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est 1 € mis au verger, c'est au moins 1 € mis investi sur l'aspect récolte et transformation. Voilà, ça, il faut vraiment le prendre en compte. Un verger d'amandier ou de prunier, c'est entre 10 et 15 000 euros pour le mettre en place. Mais il faut bien vous dire à l'hectare, il faut bien vous dire qu'il va bien falloir mettre entre 10 et 15 000 euros d'investissement minimum pour l'aspect transformation derrière. Voilà, récolte et transformation. Ça, c'est vraiment une valeur qu'il faut avoir. Et si derrière, vous voulez aller plus loin sur la commercialisation et la transformation, bah, c'est plusieurs euros à l'hectare en plus qu'il faut mettre. Voilà. Vous allez gagner beaucoup plus sur le prix. Hein, si vous regardez le prix du pruneau d'Agen vendu aux 500 grammes ou de l'amande en vrac, eh ben, on est sur le double, le triple du prix de ce que je vous ai annoncé. Mais voilà, on sait tous que derrière, il y a quand même un énorme travail pour être capable de faire ça. Et qu'à partir de là, votre métier, ça devient vendeur et pas producteur. Mais c'est possible hein, de l'être en pruneau d'Agen et en amande. Vous pouvez très bien être producteur transformateur, mais il faut avoir conscience des enjeux et des prix qu'il y a derrière. Donc forcément, je l'ai parlé, il y a l'aspect de dimensionnement du verger. Le minimum, c'est 6-7 hectares. L'optimum, avec une seule machine, pour être capable de traiter et d'avoir une capacité de récolte suffisamment rapide, que ce soit pour le pruneau, pour l'amandier, ça serait entre 10-12 hectares, 12-13 hectares. Le maxi pour une cellule, hein, on va dire, c'est 15-20 hectares. Dès que vous allez franchir le cap des 15-20 hectares, eh ben, en fait, il vaut mieux passer de 15 à 30 ou 30 ou à 35 pour avoir deux machines. Voilà, c'est vraiment ces logiques-là qu'il faut avoir. Ces logiques-là, on les connaît très très bien sur le pruneau. Avec le regroupement des exploitations qu'on a eues, c'est une tendance lourde de ce qu'on voit. Hein. C'est-à-dire c'est sur la mécanisation. Sur la noisette, c'est la même chose. Hein. Unicoque va vous parler de blocs de 20 hectares. On est sur ces mêmes types de raisonnement. Mais si vous êtes en dessous de 6-7 hectares, soit vous vous regroupez avec des producteurs, ou même si vous êtes 6-7, vous pouvez très bien être localement 3-4 producteurs à 6-7 hectares et vous faire tourner les machines, essayer de vous regrouper la logistique pour être rentable. Voilà. Ça, c'est un point qui est vraiment important sur ces cultures-là. Donc, je l'ai mis, hein, besoin de se regrouper. Sur l'aspect regroupement et station de transformation, il y a l'aspect coût du transport. Voilà, hein, c'est très clairement, il y a des stations vous n'êtes pas si loin en Gironde, il y a des stations de séchage ou de transformation qui sont limitrophes. Donc le transport, il est possible. Au bout d'un moment, ben, il faut quand même calculer. Voilà, hein, j'ai parlé aussi de l'Espagne pour aller casser aux amandes.
à un moment donné, tout se chiffre. Voilà. Les Espagnols sont moins chers pour casser. Par contre, bah, vous avez un coût de transport. À partir du moment où vous avez trop de coûts de transport, vous n'optimisez pas ce coût de transport-là, ben, vous allez perdre. Et ensuite, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, au départ, tout le monde veut partir seul et être indépendant pour forcément avoir le meilleur prix et avoir le moins de charges possible. Mais derrière, ce qu'on s'aperçoit, c'est que très rapidement, une fois que les problématiques arrivent, eh ben, tout le monde se retourne pour avoir de l'aide, pour avoir de l'appui technique, pour avoir des financements. Et donc, c'est important, hein, quand même. Il existe donc des organisations de producteurs euh, qui font et pruneaux et amandes ou autres fruits à coque, hein. Il y a aussi quelques autres organisations de producteurs fruits à coque qui commencent à intégrer l'amande. Euh, et que bah, derrière, ça vous permet d'avoir un appui technique. Ça vous permet aussi, voilà, forcément, ils vont prélever de l'argent sur votre prix de vente. Il y a un transfert de récolte, mais forcément, derrière, il y a un appui. Il faut savoir autant que la filière pruneau, elle est structurée et que là, il y a quand même techniquement beaucoup de publications, même si il y a eu des fortes crises et l'interprofession était vraiment devenue peau de chagrin. Elle est en train de se reconstituer, de re-avancer. Mais voilà, c'est plus ce que c'était dans les années 80-90 où il y avait trois ou quatre docteurs en agronomie qui travaillaient pour ces interprofessions-là, quoi. Voilà. Plus une ribambelle de techniciens. Maintenant, c'est vraiment un noyau dur de techniciens. Voilà. Sur l'aspect implantation des cultures, une des choses qui a fortement limité l'implantation du verger d'amandier, c'est le risque de gel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les variétés bon, qui s'appellent Ferragnès, ou si elle s'appelle Ferragnès, c'est qu'elle vient de la Grande Ferrade, hein, voilà. C'est Agnès, le nom de la femme de celui qui l'a trouvé, et fait FR pour faire comme beaucoup d'autres choses. Donc, ça a été développé à Bordeaux. Donc, ce sont quand même des variétés qui ont été cherchées euh, pour leur tardivité et leur limite, leur sensibilité minimale par rapport au risque de gel. Là, les amandiers en ce moment sont en pleine floraison. On est en train de finir la floraison. Si on parle des cultures d'amandiers qui peuvent être présentes dans la Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les Charentes, ou des variétés d'amandiers locales qui existent, étaient en fleurs fin janvier. Voilà. Donc, en fait, il faut bien prendre en compte qu'il y a une sélection très très importante de variétés pour avoir des variétés extrêmement tardives. La sensibilité au gel, elle est maintenant, pendant la fleur et pendant la nouaison. Une fois que le fruit de l'amande s'est constitué, il n'est pas résistant au gel, mais il est beaucoup moins sensible. Donc on nous annonce des petites gelées pour ce week-end, mais ça risque d'être plus faible. Par contre, comme c'est le cas, s'il y a une descente de froid du nord qui arrive d'ici 15-20 jours, ce qui nous est un peu annoncé par certains climatologues, ben là, on est vraiment dans la période à risque. Et il pourrait y avoir des dégâts. Cependant, ce qu'on s'aperçoit typiquement, c'est que ben, finalement, les amandiers, ils ne sont pas plus sensibles au gel que les pruneaux. En tout cas, tous les producteurs qui ont des amandes depuis 20 ans nous disent il n'y a pas une fois où j'ai gelé mes amandiers sans avoir gelé mes pruniers. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a maintenant comme retour. Ce sont des cultures où la lutte anti-gel économiquement n'est pas rentable, enfin, à part si on parle de choses simples. Et si on parlait d'aspersion, ben, voilà, comme on vous l'a expliqué, l'amandier est extrêmement sensible aux asphyxies. Donc, aller rajouter de l'eau pendant 3-4 jours sur les amandiers à cette période-là, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc, voilà, il y a ce risque-là qui existe. Peut-être qu'en étant plus proche de l'océan en Gironde, vous y êtes peut-être moins sensible que certains vallons chez nous. Donc ça c'est à voir. Vous avez aussi l'historique gel sur les vignes, donc chacun connaît aussi la sensibilité gel de ses parcelles. Donc ça c'est un point important. L'autre point important, j'ai pas mis de taille dessus, mais c'est l'asphyxie. Voilà. C'est pas compliqué, l'amandier ne supporte pas l'asphyxie. On commence à essayer de le surgreffer sur des porte-greffes type prunier pour que ce soit moins sensible. Mais si on est sur les types pruniers, on va être moins sensible à l'asphyxie, par contre, on va être moins vigoureux et on va avoir un porte-greffe qui est moins capable d'aller chercher l'eau, donc on va avoir un besoin en irrigation plus important. Voilà, donc ça c'est la contrepartie. Pour donner les éléments simples là-dessus. Le terroir, hein, ce sont plutôt des sols profonds. Alors ça peut être soit des sols très 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 calcaires qu'on peut trouver sur certains plateaux, sur certaines graves, ça pourrait s'y plaire. Et après, sinon, ça va être des terrains filtrants. Voilà. Euh, le prunier Dante, lui, il est un peu moins difficile par rapport à ça. Et on a un choix de porte-greffe un peu plus large pour s'adapter au type de sol, mais ça va être pareil. On a des vergers, nous, qui sont en plaine. À partir du moment où ça devient trop limoneux et autres, ben, on commence à avoir des problèmes. Si c'est trop sableux,
ben là, en termes d'irrigation, ça va être un peu limitant. Par contre, après, que ce soit argilo-limoneux ou argilo-calcaire, il y a des adaptations à faire, mais on arrive à implanter des vergers de pruniers un peu partout quand même. Voilà. C'est après ben, la fertilisation et l'irrigation qui vont varier en fonction de ces types de sols-là, mais c'est quand même quelque chose qui est bien documenté, ça. Voilà. Euh, Sur l'aspect floraison, là, je vous ai mis les dates de floraison de l'amandier. Finalement, l'amandier, il va finir sa floraison ce week-end ou début de semaine prochaine. Le prunier, il va être en fleurs, il commence à être en fleurs, donc finalement, ça se suit. On voit que les pêchers sont en fleurs au même moment. Finalement, on est en train de se regrouper. Les cerisiers, ils vont fleurir. Ça, c'est bon, pas bon du tout, mais voilà, c'est en train de, c'est un peu la tendance lourde du changement climatique, hein. C'est quand même un regroupement, ces fruits à noyaux avec un regroupement de cette floraison. Donc finalement, on s'aperçoit que les variétés sélectionnées d'amandiers, elles sont extrêmement tardives. Elles sont aussi implantées typiquement en Algérie, dans le sud de l'Espagne. Donc en fait, elles sont bien adaptées au changement climatique par rapport à ça. Et en termes de date de floraison, bah, c'est pas si catastrophique que ça. Voilà. Par contre, ne partez pas sur d'autres variétés. Il y a beaucoup de variétés espagnoles qui sont tendances ou autres, mais là, on a des gros problèmes avec ces variétés-là. Donc, pour l'instant, voilà, il existe trois, quatre variétés françaises qui sont éprouvées et sur lesquelles il faut partir. Euh, Sur l'aspect implantation, ce qu'il faut savoir, c'est que le prunier d'Antui, si on est sur un seul clone, quasiment le 707, ça c'est bien connu, il se pollinise entre lui-même, ce qui est relativement rare pour les pruneaux. Il est assez peu sensible à l'alternance, alors que ça, pour les amandiers, pour les cerisiers, ben, ce n'est pas le cas du tout. On est sur des pollinisations croisées indispensables, c'est ce que vous voyez sur cette slide, où là vous avez les trois principales variétés d'amandes en fleurs, avec des périodes de floraison différentes. Et il y a une pollinisation, à part la lorane, qui elle est auto-fertile, toutes les autres ont besoin d'autres variétés pour se polliniser. Et si on ne le fait pas, on va avoir un mauvais taux de nouaison. Et ce sont aussi la cerise comme l'amande des espèces beaucoup plus sensibles à l'alternance. Donc, ce qui veut dire que les stress hydriques au moment du mois de juin, juillet auront des conséquences beaucoup plus importantes voilà, pardon, sur l'alternance et sur le retour à fleurs. Voilà. Euh, voilà. Sur le terroir, je peux pas développer plus que ça, mais voilà, on a quand même des vergers qui sont implantés très très proches sur ce qu'on appelle l'appellation Bordeaux supérieur, en tout cas on va dire entre Sainte-Foy-la-Grande et le Duraquois chez nous, allez, entre Sainte-Foy-la-Grande et La Réole, on a quand même des vergers dans le pays de Guyenne, autres qui sont implantés. Là, on a des références, on connaît ce qui peut se passer. On a moins de références sur l'entre-deux-mers ou ces choses-là, mais voilà, on a typiquement moins de références aussi sur les sols avec de la salinité ou autre, mais voilà, il y a quand même eu des vergers qui se sont implantés aussi de pruniers dans le sud-est, en Corse, ou autre, donc il y a quand même des références sur des types de sols différents. Après, c'est un peu trop compliqué de vous expliquer tout ça en une visio d'une heure. Voilà. Sur les calendriers de traitement, je ne vais pas les détailler, simplement pour vous dire qu'il existe en fait un groupe des techniciens. Alors voilà, hein, pour tous ceux qui sont dans la viticulture, il faut bien vous rendre compte que l'arboriculture, on est vraiment epsilon par rapport à ce que représente la viticulture, hein, en termes de techniciens et de moyens mis en œuvre. Mais il y a quand même des gros groupements qui existent et qu'il y a quand même un gros bassin sud-ouest et que donc, pour être un petit peu quelque chose, on s'est regroupé. Donc, il y a un groupe des techniciens du sud-ouest qui publie au fait ces références techniques qui sont les guides Arbo, qui sont téléchargeables en ligne, hein, sur les sites de la Chambre régionale comme de celle du Tarn-et-Garonne, dans lesquelles vous allez trouver tous les calendriers de traitement, toutes les choses dont on a insisté depuis 1 ou 2 ans, avec aussi la Chambre de Dordogne pour qu'il y ait les guides Arbo coq, dans lesquels on va retrouver la noisette et l'amande. Et dans le guide Arbo normal, vous avez toujours le prune pruneau. La Chambre du Tarn-et-Garonne aussi produit tous les 2 3 ans, avec une mise à jour des coûts de production, hein, fruitière et des coûts de plantation des vergers. Donc ça, ce sont des très très bonnes références pour implanter vos vergers, aller chercher les coûts d'implantation. Il y a aussi la Chambre du Vaucluse, qui est la référence nationale, qui publie tous les ans en fait quelque chose qui s'appelle les coûts d'approvisionnement. Vous avez la même chose en viticulture, les coûts d'approvisionnement pour l'arboriculture fruitière, avec tous les coûts des produits et tous les coûts des piquets, des filets par agrèle, de l'irrigation, des engrais. Voilà, donc ça, ce sont des
des éléments qui vous permettent d'avoir toutes les références en termes de coûts. Voilà, c'est des informations qu'on peut vous donner après, mais ce sont des éléments de base par rapport à ça. Voilà. Sur l'aspect calendrier de traitement, euh, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, sur que ce soit pruneau ou amandier, c'est maintenant que c'est important hein, avec la floraison. On est en termes d'engrais sur 4 passages d'engrais à peu près. Voilà, avec un passage au moment où les porte-greffes se réveillent au mois de février, un passage d'engrais maintenant à la floraison, un autre au mois d'avril, avril-mai, puis ensuite mai-juin. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se fait en conventionnel. En bio, ça va être anticipé avec des passages à l'automne et des sorties d'hiver plus importants, puis après un travail avec des farines animales et autres au moment de la floraison. On est entre 8 et 10 traitements conventionnels et 12-15 traitements en bio. Voilà, on arrive à avoir des bons rendements en bio, mais par contre, ça implique des passages phytosanitaires plus réguliers. J'ai expliqué les frais de taille, l'aspect taille, c'est quelque chose d'important, c'est du 120-150 heures hectare pour le pruneau. Si on fait les amandiers pareil que le pruneau, on va être sur les mêmes, au moins sur du 120 heures, 120 heures, c'est pas rentable. Le but, ce serait plutôt peut-être sur des passages lamiers, sur des tronçonnages, voilà, de l'ordre de 30 heures à hectare. Euh, Ensuite, sur l'irrigation, je vais le développer un peu, mais pour tous les deux, c'est très très important de comprendre qu'on peut faire des vergers sans irrigation, mais que ça pénalise les rendements et le retour à fleurs. Donc, si vous arrivez à irriguer au moins jusqu'au mois de juin, juillet, et que vous n'avez pas les capacités, ça aura quand même un gros impact. Euh, L'autre chose, hein, puisque c'est aussi la même chose avec les oliviers, beaucoup de viticulteurs veulent enfin, voilà, connaissent le modèle ultra densifié, un type vigne, hein, récolté par des vendangeuses. Ce sont des choses qui existent en amandier, ce sont des choses qui existent en prunodente, ce sont des choses qu'on a expérimentées. Ce qu'on voit, c'est que par rapport à notre climat, voilà, on n'est pas, on n'aura jamais un climat méditerranéen et que chez nous, on a des gros problèmes. Voilà, c'est bien connu, la viticulture, il y a des gros problèmes de mildiou sur les appellations girondines. Et ben, c'est pareil en amandier, on a d'énormes problèmes de monilia, qui est à peu près le pendant du mildiou, des maladies qui sont très très similaires. Et on s'est aperçu qu'au fait, ben, dans toutes ces formes densifiées, vergers récoltables par des vendangeuses, ben, on augmentait très fortement le développement des maladies et que ça devenait difficilement gérable. En tout cas, pour l'amandier, je vous le déconseille très fortement. Et ensuite, sur l'aspect prune dente, ça a été beaucoup testé. Et là, surtout, ce qu'on perd, c'est l'aspect rendement vers sec. C'est-à-dire on a des niveaux de taux de sucre qui baissent par une mauvaise insolation. Et donc, du coup, ben, je vous l'ai expliqué, un rendement vers sec, il est directement lié au sucre, au taux de sucre. Si votre taux de sucre baisse, ça veut dire que vous allez avoir moins de pruneaux au final et que vous allez utiliser plus de gaz pour le sécher, donc votre rentabilité baisse aussi fortement. Donc ça, c'est des choses enfin, il faut bien prendre en compte il y a des récolteuses enjambeuses qui existent, il y a des vendangeuses qui ont été testées, il y a des exploitations au Chili ou en Espagne, le sud d'Espagne, qui les utilisent. Vous allez voir plein de vidéos là-dessus. Soyez très très vigilants par rapport à ça. Et surtout sur la mécanisation, à partir du moment où, de toute façon, pour amortir vos machines, il vous faut 15-20 hectares, et que voilà, les machines existent, elles sont bien élaborées et développées pour la prudente et les amandes. Ce sont à peu près les mêmes machines avec quelques adaptations à faire. Euh, à partir du moment, il faut peut-être mieux partir sur euh, sur l'achat de machines spécifiques et dédiées pour ces cultures-là que vouloir absolument partir sur des vendangeuses et des adaptations de vendangeuses qui ont un coût à l'hectare, enfin un coût d'investissement qui est au moins 2 fois supérieur à celle des machines les plus performantes pour la prune et l'amande. Voilà, ça c'est pour parler sur ces aspects-là. Je voulais juste revenir sur les traitements, je vais donner quelque chose, mais ici c'est une photo qui est prise le même jour en Lot-et-Garonne sur des vergers d'amandiers. Un verger bio absolument pas traité, ni irrigué au 22 juillet, un verger bio légèrement entretenu et un verger conventionnel non irrigué. Les 3 vergers sont non irrigués, mais avec des niveaux d'entretien qui sont différents. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous travaillez correctement, que vous êtes non irrigué, là, on voit qu'on a des couverts végétaux, on a du paillage au sol sur la dernière photo à droite. On est quand même capable de faire des choses correctes. Euh, Par contre, l'image comme l'olivier provençal qu'on abandonne et
l'amandier provençal qui pousse tout seul, ben, s'il pousse tout seul, eh ben, il se récolte tout seul aussi. En fait, c'est absolument pas rentable. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de feuilles au mi-juillet et les amandes chutent début août au lieu de chuter mi-septembre. Elles sont absolument pas valorisables. Voilà. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Ce sont des cultures, si vous voulez, je l'ai expliqué dans les rendements, dans les coûts de production, si vous voulez les faire, eh ben, il faut s'en occuper. Si vous voulez les laisser pousser, bon, ben, à ce moment-là, valorisez-les avec des parcours, avec des choses, peu importe, mais il y a de l'agroforesterie avec de l'amandier, hein, ça se fait, hein, voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont possibles, mais voilà, on est sur d'autres modèles. Voilà. Euh, je voulais vous montrer aussi sur les jeunes plantations, que ce soit comme pour les oliviers, comme pour les pruniers, même si vous n'avez pas d'eau, le fait de mettre une ou deux fois, de faire un paillage au pied, le fait de faire une ou deux fois des passages avec des tonnes à eau pour les arroser, ça a une conséquence phénoménale. Et sur les amandiers, vous voyez les différences entre les deux arbres ici. La différence, c'est trois arrosages pendant l'été. Voilà, au pied à 10 litres. Donc, en fait, c'est quelque chose qui, même si vous n'avez pas de système d'irrigation, tout le monde est capable de le faire. Donc, voilà, c'est des choses, il y a des réflexions qui pourraient être mises en œuvre pour arroser vos arbres au pied des arbres, même si vous n'avez pas de dispositif d'irrigation. Les besoins en eau de l'amandier, c'est un peu comme les cerisiers. Il faut comprendre que l'amandier, c'est comme une pêche qui serait mûre au mois de fin juin, début juillet. Et donc, son pic de consommation, ses besoins de consommation, le pic, c'est de mai à fin juin. Donc, au fait, si vous avez des irrigations à faire, c'est à ce moment-là. Et si vous êtes capable même d'arroser 15-20 litres au pied des arbres, on est à 300 arbres hectares, si vous êtes capable de faire ça, ben, ça aura une incidence très importante sur votre retour à fruits l'année suivante et sur votre qualité. Donc, même sans système d'irrigation, si vous avez une petite disponibilité d'eau, vous arrivez à inventer des systèmes d'irrigation à l'arbre, c'est possible. Voilà. L'amandier va avoir des besoins en azote très très importants au début. Vous savez très bien que l'azote, c'est directement lié au stress hydrique, enfin, la disponibilité en eau, c'est une absorption passive. Donc, s'il y a un stress hydrique, même si vous mettez de l'azote au pied, ben, l'azote ne va pas monter, vous allez perdre vos rendements. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail. Sur l'aspect pruneau, parce que je vois qu'on arrive à midi, si je veux répondre à quelques questions, c'est quelque chose qui est très très bien structuré. Vous pouvez aller sur le site pruneau.org, pruneau.fr, vous allez retrouver les principaux transformateurs. Bon, Maître Pruny, France Prune, France Prune, c'est l'OP qui est en face, et le Maître Pruny, c'est le metteur en marché. Ensuite, Roucadil, la compagnie des pruneaux, qui est une société bio, qui est liée à Grand Frais, Coufidou, qui est liée à UPF, l'OP, qui est une petite coopérative. Les fleurons, qui eux sont spécialisés dans le pruneau non réhydraté, on va dire entre guillemets le pruneau originel. Et ensuite, vous allez avoir les vergers des scouts qui font à la fois amandes et pruneaux. Prunidor qui est en Dordogne, limite Gironde, qui elle aussi est plutôt en tout ce qui est sans résidus pesticides et bio. Et donc ensuite, vous avez la liste d'interprofessions et des organisations de producteurs qui existent. La même chose pour les amandes. Nous, il y a le Sympa qui est une OP de pruneaux qui s'est un peu spécialisée dans les vergers d'amandes avec les vergers des scouts qui a créé sa casserie. Donc ça, on est sur Villeneuve-sur-Lot. Il y a l'Union des producteurs indépendants de pruneaux des pruniculteurs indépendants qui, elle, s'est mis dans tous les fruits à coque et qui, elle, est capable de vous permettre de travailler avec n'importe quel transformateur. Ensuite, on a Amandera, qui elle est limite Gironde, qui est donc un producteur qui est plutôt sur le bio et sur le commerce équitable, qui a une marque spécifique et dédiée et qui a donc implanté, son but est de mettre 70 hectares de vergers d'amandiers en Lot-et-Garonne, sachant qu'il en a déjà une quarantaine en, en Provence. Et donc, il a créé sa casserie. Sa casserie sera vraiment la limite Gironde. Voilà. Euh, donc ensuite, vous avez Valcos qui est dans le Lot, Unicoque, les noisettes, bon, se sont intéressés à l'amande, ils ne sont jamais allés vraiment trop loin, ils ont des vergers expérimentaux, et pour l'instant, ils n'ont pas développé la commercialisation. On voit que voilà, il y a des regroupements, il y a des producteurs indépendants qui ont créé leur casserie. Du fait qu'il y ait de plus en plus de producteurs indépendants de noisettes aussi, ben, voilà, on a de plus en plus de regroupements, de petites structures qui se créent sur ces transformations-là et qui vont chercher leur propre marché.
Il y a une interprofession de l'amande qui existe, elle est basée dans le sud-est, donc vous pouvez très bien y adhérer. Ensuite, les gros acteurs, il y a Sud-Amande qui est la coopérative qui est basée vers Montpellier et le Gard, qui est, on va dire, l'acteur historique. On a la Compagnie des Amandes, donc ça c'est tout ce qui est Arnaud Montebourg et sa compagnie, qui lui a proposé des systèmes de SCI et de montage assez particuliers où en fait euh, le capital du verger est partagé avec le transformateur. Bon, chacun y mettra son choix, c'est pas spécialement intéressant à notre sens. Et aussi l'interlocuteur qu'on a, c'est le CIVAM Bio, donc de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, qui sont beaucoup développés, qui ont des groupes, vous pouvez y adhérer aussi hein, là-dessus, ils font beaucoup de réunions techniques. Et il y a aussi des casseries qui se sont développées là-bas. Voilà. Donc, si pour vous parler un petit peu des interlocuteurs que l'on peut avoir sur ces choses-là, en sachant que voilà, ben après sur l'amende, sur la Nouvelle-Aquitaine, il existe aussi des BSV, hein, c'est ils sont dans les fruits à noyaux, les BSV amandes, donc avec le pruneau. Et enfin, localement, je suis un peu la personne référente là-dessus, en sachant que voilà, les collègues des autres chambres travaillent aussi. Je crois que j'en ai terminé, que je peux répondre à des questions s'il y en a. Je suis désolé, j'ai déroulé vite, mais bon, voilà, pour tout dire, il fallait aller assez rapidement. Il y avait une question si tu as des infos sur la culture d'abricots et de nectarines. Alors, la culture d'abricot, alors oui, c'est en tout cas sur l'aspect abricot et surtout sur l'aspect abricot industriel, il y a des énormes demandes, il y a des énormes attentes. Ça, c'est très très clair. Par contre, sur l'aspect adaptation au changement climatique, alors n'en déplaise à Serge Zaka, qui met l'abricot au devant, pour moi, c'est une énorme erreur de mettre l'abricot. C'est-à-dire qu'effectivement, il résisterait très bien aux coups de chaud et au stress hydrique, mais le gros problème, c'est qu'il est au moins aussi sensible au monilia que l'amandier. Hein. C'est vraiment, sur l'amandier, c'est une énorme problématique avec des arbres qui meurent au bout de 1 ou 2 ans. Et l'abricot est extrêmement sensible à ça et il est encore plus précoce en floraison que l'amandier, donc encore plus sensible au gel. Donc chez nous, pour vous dire, c'est très simple, ça fait 2 ans que les producteurs d'abricots arrivent à faire des récoltes, mais sinon ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient fait aucune récolte. Donc il faut vraiment avoir ça en tête si vous voulez, surtout sur la transformation de la grande échelle. C'est une culture qui n'est pas facile. Et après, on va se retrouver sur la même chose. Il y a beaucoup de transformateurs qui vont chercher de l'abricot. Si vous n'êtes pas sur la mécanisation de l'abricot et que vous voulez le mettre, à ce moment-là, il vous faut des armées de récolteurs. Hein. C'est entre l'éclaircissage manuel et la récolte, on est sur du 500-600 heures hectare juste pour ces postes-là de main-d'œuvre. Donc là, il faut vraiment comprendre qu'on est sur de la main-d'œuvre extrêmement euh, forte, ponctuelle et coûteuse, et que si elle n'est pas maîtrisée et que s'il n'y a pas les rendements en face, ben, c'est totalement impossible d'être au prix. Et si après, sur ces cultures-là, sur les amortissements, on est sur une année sur deux, vous n'avez pas de production, puis généralement, on serait plutôt sur une année sur trois, il y a de la production, hein, si on prend l'historique Lot-et-Garonnais, c'est extrêmement compliqué d'amortir quoi que ce soit. Voilà, donc voilà, sur l'abricot, la demande, elle est très très forte, la sollicitation alliée, c'est mis en avant par effectivement beaucoup de gens sur l'aspect changement climatique. Pour moi, c'est une erreur. Allez voir les producteurs qui ont des abricotiers. Hein, il y en a, ils vous diront tous qu'ils sont tous en train de. Ils ont plus ou moins abandonné leur verger ces dernières années. Voilà. Cependant, il reste des adaptations. On peut travailler des porte-greffes différents. L'autre question, c'était les pêches. Sur les pêches transformation, alors historiquement, hein, Lot-et-Garonne, ce qu'on appelait les pavis, qui étaient les pêches industrielles, c'était une des cultures dominantes. Hein. Il y avait entre 1000 et 2000 hectares de pavis en Lot-et-Garonne, on va dire à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une culture qui a été abandonnée avec l'ouverture des marchés dans les années 90, hein, avec des importations massives de pêche qui sont arrivées du sud, et aussi 2 années de gel qui ont suivi en 92-93. Donc en Lot-et-Garonne, il y a eu un plan d'arrachage avec un petit peu ce qui se passe sur la vigne, avec interdiction de replanter pendant 30 ans des pêches. Donc ça a beaucoup marqué. Donc on arrive en fait à la fin de ces 30 ans-là de 2022-2023. Il y a des projets avec Georges Lin et autres de planter aussi des pêches de vigne pour la transformation. Là aussi, hein, le système de récolte, il est assez compliqué. Si vous pouvez récolter mécaniquement des pêches, ça veut dire que vous ramassez des pêches extrêmement dures, donc pas forcément très très bonnes.
Alors que si vous voulez aller sur la transformation des pêches qui ont du goût, il faut les ramasser vraiment mûres et donc extrêmement molles. Et là, mécaniquement, c'est extrêmement complexe. Euh, Par contre, sur la régularité de production, on a connu des années un peu compliquées sur les pêchés, mais là, effectivement, ça fait 3 ans qu'on a des récoltes qui sont correctes. Mais en termes de vente directe, tous les producteurs de pêche, alors que tous les grossistes, enfin, il y en a beaucoup qui venaient vendre dans votre département hein, des pêches, bassin d'Arcachon pendant l'été. En fait, les années de gel qu'on a connues, bah, tout simplement, les acheteurs sont allés acheter ailleurs. On a aussi des gros problèmes de francisation sur la pêche, hein, donc de la pêche qui arrive d'Espagne, qui arrive dans les mines et qui repart pêche française. Donc ça, c'est aussi une problématique. Donc en fait, on a des tarifs, on a des grosses difficultés pour les vendre. Donc c'est une culture qui est à suivre, qui fait partie un petit peu des diversifications, comme je l'ai parlé sur la cerise d'industrie. Si on parlait d'industrie, il y a des variétés bien spécifiques. Après, si vous voulez faire de la vente directe, de la vente à la ferme de ces variétés-là, ben, il faut y aller. Sur la pêche, il y a des variétés un peu spécifiques. Là aussi, la Chambre du Tarn-et-Garonne sort des guides de variétaux hein, pour des variétés adaptées ou des variétés à la vente directe. Donc là, vous pouvez trouver des références là-dessus. Simplement, voilà, moi, le but, c'était plutôt d'être sur des choses de grande ampleur. À ce moment-là, ça me paraît très, très risqué de partir sur pêcher abricotier, un peu moins pêché qu'abricotier. Après, si c'est pour de la vente directe, ben, le but, c'est aussi d'aller peut-être se regrouper, d'être plusieurs, parce que voilà, les incidents climatiques sont aussi assez forts. De plus en plus aussi, ces vergers-là, en fait, on essaye de les mettre, comme pour la cerise, si c'est pour la vente en bouche. En fait, les investissements sont conséquents, mais on vous encourage de plus en plus à les mettre sous filet bâche anti-pluie, pour pas que les fruits éclatent, pour pas avoir de maladies, et sur filet insecte-proof. Ça vous permet en fait de faire des vergers soit en bio, soit sans insecticides. C'est une chose à laquelle les acheteurs sont extrêmement sensibles, puisqu'au fait, hein, tout ce qui est cerises et autres, achetés en frais, on sait qu'on a des produits insecticides très très forts et mis juste avant la récolte. Donc là, si vous êtes sur ces systèmes-là, et notamment si vous le faites en bio, ben, c'est une solution. Par contre, on est sur des investissements à l'hectare qui sont de l'ordre de 50-60 000 euros l'hectare. Mais vous avez une garantie si vous mettez un dispositif de lutte antigel et que vous avez ces dispositifs-là en anti-éclatement des fruits par pluie excessive et filés par insectes, ben, en fait, vous avez une certaine garantie. Enfin, de toute façon, il faut que vous vous garantissiez ça parce que l'investissement est important. Par contre, ça vous permet de ramasser des fruits mûrs, beaucoup plus gros et qui vont se distinguer des fruits ramassés verts en Espagne, vendus sur les marchés durs comme de la pierre et qui n'ont aucun goût. Voilà. C'est un petit peu c'est une façon de se distinguer et qui permet d'être rentable. Voilà. Autre question, peut-on mettre des fruits à noyaux sous serre? Alors sous serre, alors à un moment donné, hein, alors ça dépend ce qu'on parle sous serre. Sous tunnel, ça avait été une mode à un moment donné de mettre des cerises et des hôtes sous tunnel pour forcer la culture, comme on le fait pour le raisin de table, pour arriver avant tout le monde. Bon, ça, c'est quelque chose qui a été, qui s'est avéré assez peu rentable. Après, D'accord. sous serre, j'imagine que la question, c'est sous serre photovoltaïque aussi, hein. C'est une question qui arrive assez fort. Là, il y a des suivis, il y a des essais. Bon, il faut bien chiffrer l'ensemble. On a quand même des pertes de rendement qui sont assez importantes. Il y a des essais qui sont aussi faits dans le sud-est. Ça, c'est une question sur laquelle je reviendrai pas plus que ça parce qu'entre les ombrières, les serres photovoltaïques et autres, bon, voilà, c'est un vaste débat. Bon, moi, je vais pas aller plus loin. On a des études là-dessus actuellement. Il se dit de tout et de n'importe quoi par rapport à ces serres photovoltaïques. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui y arrivent, mais il y a quand même beaucoup de casse. Voilà, donc voilà, entre guillemets, entre le projet et l'opérateur qui vient vous solliciter, hein, même si nous, on défend ces projets-là, en Lot-et-Garonne, la réalité, c'est que les raccordements sont très, très compliqués. Donc, on a des centaines et des centaines de projets qui sont en cours, mais en fait, il y a très, très peu de projets qui sortent de terre. Et dans ceux qui sortent de terre, on s'aperçoit qu'en fait, ah bah tiens, il y a 50 ou 70% de mortalité à la plantation, puis après, il y a des rendements qui sont pas là, puis après, la qualité est beaucoup moins bonne. Donc, c'est possible de faire de la culture de fruits sous panneaux photovoltaïques et de faire de la qualité, mais c'est très, très, très difficile techniquement. Voilà, donc
Voilà, il n'y a rien qui se fait facilement. Voilà. Ok, merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Bon, alors dans ce cas-là, moi je vais juste rajouter un truc, c'est que ben, les séries de webinaires continuent et pour ceux que ça intéresse, demain donc rendez-vous à 11 heures et ce sera sur le thème des asperges. Voilà. Très bien. Merci à tous d'être venus et je vous souhaite une bonne fin de journée et bon appétit. Merci, Florian, au revoir.